Aujourd'hui, nous allons plonger dans le vif du sujet et parler de la partie immatérielle de notre être, l'éveil de la glande pinéale et la Kundalini. Pour comprendre le cerveau, nous devons d'abord comprendre que notre esprit n'est pas le produit de notre cerveau, tel que la science conventionnelle voudrait nous le faire croire. Bon retour parmi nous. J'ai hâte de voir la leçon d'aujourd'hui, je suis impatiente. Avant d'aller plus loin dans le moi non physique et dans les vies antérieures hors espace-temps, vies antérieures qui ne sont pas vraiment des vies antérieures, nous en reparlerons. Et ainsi de suite, je commence à devenir accro. C'est un sujet que j'adore. Premièrement, parlons de la partie immatérielle de l'être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est? Où vit-elle? Et comment? Nous parlerons de la façon dont elle interagit avec nous, et bien plus. Dans notre dernier séminaire, nous en avons parlé. Nous avons observé des gens essayer de changer leur cerveau. C'est ce que font la plupart des gens. Nous essayons en réalité d'utiliser notre ego pour changer notre ego. On essaie d'utiliser le programme pour changer le programme. C'est comme si nous combattions contre nous-mêmes. Et quand vous voyez un scanner cérébral de quelqu'un en train de faire ça, le cerveau va plutôt en hypercohérence, plus en ondes cérébrales bêta haute fréquence. En d'autres mots, ils s'analysent eux-mêmes au travers des émotions qu'ils ont mémorisées. Ils s'analysent ou pensent alors dans le passé, et cela déséquilibre leur cerveau d'autant plus. Donc, quand j'ai vu que c'était une chose récurrente, j'ai commencé à y penser sérieusement. Je pensais à ça sans cesse et à quel point nous avions tous essayé de le faire. Dans notre travail, ce que nous enseignons aux gens, c'est que quand votre cerveau fait cela, vous devenez obnubilé, vous vous concentrez sur des objets, vous êtes obsédé par quelque chose. Un problème, une chose, vous êtes en boucle. Cela fait que votre conscience devient ce qu'on appelle convergente. Ce que les recherches ont démontré, autant dans notre travail que dans celui des autres, c'est que quand vous enseignez aux gens à devenir conscients de l'espace autour d'eux, le cerveau commence à devenir mieux organisé. Mais quand le cerveau s'élève à un niveau d'hypercohérence, différentes parties du cerveau qui normalement communiquent entre elles ne le font plus. C'est drôle, car quand vous parlez d'hypercohérence, la plupart des gens voient la cohérence comme une bonne chose, quelque chose d'équilibré. En effet, la bonne cohérence signifie qu'il y a un bon rythme. Il y a du rythme, de la synchronie, de l'ordre, il y a un pouls, un battement. Hypercohérence signifie que c'est trop rapide et c'est comme deux cerveaux qui fonctionnent. On devrait appeler cela de l'hyperincohérence. Donc, dans cet état d'hyperincohérence, quand les hormones du stress s'activent quand vous êtes stressé, et je suis stressé, nous devenons vraiment égoïstes. C'est ce que font ces hormones. Nous pensons que nous sommes notre corps, nous pensons que nous sommes notre identité en s'identifiant avec l'environnement, et nous pensons que nous vivons dans un temps linéaire. Quand le zèbre est pourchassé par un lion, il se dit, je dois prendre soin de mon corps, je dois rediriger ma conscience dessus. Où vais-je aller dans mon environnement, et combien de temps ça me prendra pour m'y rendre? La majorité des gens vivent la majorité de leur vie dans ces états altérés. Ce que la psychologie appelle des états normaux de conscience, ce sont des états altérés de conscience. Donc, de la même façon que vous et moi vivions dans cet état égoïste, en renforçant l'ego pour qu'il devienne égoïste, complaisant, autosuffisant, centré sur lui-même, absorbé par ses problèmes, le cerveau fait la même chose. Les neurones dans le cerveau, qui devraient communiquer en réseau à travers de vastes étendues, tout d'un coup ils se disent, il y a une urgence. Alors je vais me fermer et je ne parlerai plus à ce voisin. Cette communauté ne parlera plus à cette autre communauté. Toute cette région ne parlera plus à cette autre région. Le cerveau commence à se subdiviser. Voici ce qu'est un état d'incohérence, cela envoie un signal très incohérent au système nerveux central. Ce qui crée un message incohérent au système immunitaire, au système digestif, au système cardiovasculaire. C'est comme un groupe de personnes qui jouent du tambour sans aucun rythme. Et le corps commence alors à souffrir de cet effet car le système nerveux central contrôle et coordonne tous les autres systèmes. Donc, quand il envoie un signal au système immunitaire, le système immunitaire ne sait pas comment faire des globules blancs avec ce signal. Il ne sait plus comment garder le bon timing pour le fonctionnement de la digestion. Il ne sait plus comment garder l'équilibre entre le cœur et le cerveau. Le corps commence alors à souffrir. Donc, quand les gens placent leur conscience sur autre chose, cela crée une diversion pour l'attention, au lieu de créer une attention divergente. Cette ouverture de l'attention, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que ceci est qui vous êtes vraiment. Ce champ autour de votre corps est qui vous êtes véritablement. Quand vous fonctionnez avec les hormones du stress, vous êtes plus particules et moins énergie. Vous êtes plus matière qu'onde.
C'est la fonction de ces hormones, nous devenons matérialistes et nous définissons la réalité à travers nos sens. Puis l'énergie se bloque. Alors, quand vous commencez à diriger votre attention sur l'espace autour de votre corps, ce champ autour de votre corps et votre conscience, c'est qui vous êtes vraiment. Au moment où vous placez votre conscience sur cet espace, quelque chose d'incroyable se produit. Votre cerveau s'organise et vous n'utilisez plus votre cerveau pour essayer de changer votre cerveau. Vous n'essayez plus d'utiliser votre ego pour essayer de changer le cerveau ou l'ego. Vous n'utilisez pas le programme pour essayer de changer le programme, vous utilisez la conscience pour changer le programme, le cerveau et l'ego. Car, ceci est vous, et certaines personnes diraient, ce n'est pas moi, je ne peux pas le sentir. Je leur dirais, vous ne sentez pas votre nez, à moins que vous ne placiez votre conscience dessus. Vous ne sentez pas votre petit doigt de pied, à moins de porter votre attention dessus, n'est-ce pas? Alors, si vous ne placez pas votre conscience sur ce champ, où que vous placiez votre conscience ou votre attention, c'est là où se dirigera l'énergie. L'énergie suit la conscience. Au moment où vous commencez à porter votre conscience et votre attention sur cette sphère autour de vous, maintenant vous vous présentez à vous-même. Vous commencez à faire connaissance avec le vrai moi. Et quand nous avons étudié ça sur les scanners, nous avons vu le cerveau avoir le dessus sur le programme. Avoir la capacité de changer le cerveau. Car la conscience est la seule chose qui vous permette de le changer. Pourrions-nous en parler un moment? Car vous faites référence aux tests qui ont été faits, je suppose, avec Jeffrey Fannin et Konstantin Korotkov. L'un fait du neurofeedback et l'autre mesure la largeur du champ électromagnétique qui entoure le corps. Bien sûr, mais nous ne faisons pas de neurofeedback, nous utilisons des données quantifiables d'électroencéphalogramme. Ok, pour clarifier, voici de quel test vous parliez. Donc, quand les gens commencent à se connecter à leur forme immatérielle avec la conscience, à quoi cela ressemble-t-il sur l'électroencéphalogramme? La première chose qui se produit, c'est que vous voyez l'activité du centre de la pensée analytique, le néocortex, s'atténuer. Vous n'analysez plus. Au moment où vous arrêtez d'analyser, vos ondes cérébrales passent de bêta à alpha. Mais quand vous fonctionnez avec les hormones du stress, vous croyez que le monde extérieur est plus réel que le monde intérieur. C'est un leurre. Quand le cerveau est en état d'éveil élevé, nous définissons la réalité avec nos sens. Et puisque nous fonctionnons avec nos sens, nous nous concentrons sur la particule de l'atome au lieu de l'onde de possibilité. La fonction d'onde s'effondre dans le connu. Alors, quand vous placez votre conscience sur l'espace autour de vous, cela signifie que vous ne pouvez plus penser. Quand vous sentez l'espace autour de vous, vous ne pensez plus, vous ressentez. Le néocortex pensant ralentit et les ondes cérébrales ralentissent. Vous passez alors en onde cérébrale alpha. Alpha est le monde de l'imaginaire. C'est là où le monde intérieur commence à être plus réel que le monde extérieur. Et la façon dont nous apprenons quelque chose et nous sommes en onde bêta bas niveau. Nous sommes en onde bêta présentement, nous sommes relaxés. Si je vous disais, écoute, tu ne peux pas manger tant que tu n'as pas passé un test de 75 questions, après ça tu pourras. Vous irez en onde bêta plus élevée, vous aurez l'avantage d'écouter attentivement. Mais si vous êtes stressé, névrosé, émotionnel, insécure, frustré, coupable ou dans le jugement, vous irez dans les ondes bêta très élevées. Et à ce moment-là, aucune nouvelle information qui n'est égale à l'émotion peut pénétrer le système nerveux. Le cerveau n'a aucune chance de consolider le savoir, car ce n'est pas le moment d'apprendre. C'est le moment de courir, comme s'il y avait un tigre qui vous attendait au coin. C'est le moment de l'urgence. Nous en avons parlé la dernière fois, nous l'avons abordé un peu. C'est ce pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas briser ce programme. Comme vous dites, le traumatisme, quelque chose qui est plus fort que ce qui est présent à l'extérieur. Oui, quand nous enseignons aux gens comment briser cette addiction et ralentir le corps comme auparavant, leur cerveau diminue ses ondes bêta et ils descendent jusqu'au niveau d'onde alpha, celui dans lequel vous pouvez consolider de nouveaux circuits dans le cerveau. Je sais que quand je donne des cours, les gens reçoivent bien l'information, car je vais développer un concept ou une idée. Et alors que je développe, ils passeront du monde extérieur dans lequel ils m'écoutent jusqu'au monde intérieur à consolider le savoir. Ils seront sur pause et le cerveau passera en onde alpha. Quand cela arrive, le cerveau stocke des circuits, dans ces circuits. Donc, quand vous êtes en onde bêta élevée, vous ne pourrez jamais stocker de nouvelles informations dans votre cerveau. En onde alpha, le monde imaginaire, le monde intérieur, devient plus réel. Et ce que nous avons remarqué sur nos scanners, c'est que les ondes bêta tendent à ralentir. Et nous obtenons ces grandes et saines ondes alpha. La personne crée maintenant un rythme d'ondes cohérente et ordonné.
Et les différentes régions du cerveau communiquent entre elles. Les différentes régions du cerveau. Le côté gauche communiquant avec le droit. La face avant communiquant avec la face arrière. Nous obtenons cette union psychique. Différents voisins qui se disent « Il est hors de mon chemin, merci ». Chaque fois que je quitte mon corps dit « Merci, il est enfin dehors ». Et je vois mon corps se marrer pendant que je reste en dehors, car il est soulagé. Les opérateurs ont enfin une chance de guérir. Ce qui se passe concrètement, c'est que dès que nous sommes en dehors, dès que nous ne sommes plus notre corps, nous ne sommes plus notre identité, nous ne sommes plus dans l'environnement, à mettre notre conscience sur le monde extérieur, le cerveau commence alors à redevenir ordonné et cohérent. Et les différentes parties du cerveau se disent « Il naît sans un moi, ce n'est plus un moi dorénavant ». Il y a donc une cohérence et un ordre, et nous obtenons une synchronisation dans le cerveau. Et ce qui se synchronise, se connecte. Mais quand vous êtes stressé, insécure, émotionnel, cette personnalité fragmentée garde une personne impuissante. C'est comme avoir un trouble de la personnalité multiple, mais expérimenter toutes les personnalités en même temps. Nous avons tous connu cela. La méditation permet ce genre de synchronisation. Puis quand le devant communique avec l'arrière, et qu'un côté communique avec l'autre, vous vous sentez plus vous-même que ce que vous aviez pu sentir pendant longtemps. Toutes les choses pour lesquelles vous étiez stressé n'ont plus aucune valeur, car vous n'y prêtez plus attention. Le corps se calme alors. Ce signal cohérent et ordonné partant du cerveau envoie un message cohérent et ordonné au système nerveux central qui contrôle et coordonne tous les autres systèmes. Le système immunitaire se dit « Waouh, voilà un bon rythme. Voilà maintenant un groupe de musiciens jouant parfaitement du tambour. Et tout l'orchestre et la symphonie jouent maintenant à l'unisson. » Les cellules reçoivent un message symphonique organisé. Le système immunitaire se met alors à produire des globules blancs très sains. Le système digestif ajuste correctement son timing. Cela commence donc avec une harmonie dans le cerveau, et vous expérimentez le bien-être. Et quand vous expérimentez le bien-être, vous passez d'une dégradation des tissus, le catabolisme, la dégénération à un état de régénération et de réparation des tissus. Même les cellules cérébrales commencent à se développer. Tout se développe. Le cortex s'épaissit. Le niveau de cortisol chute. Les gènes du stress ne sont plus régulés et sont revus à la baisse. Le corps entier se met à exprimer un meilleur état de santé. Vous passez donc de particules à ondes. L'énergie se déplace vers le cœur, puis les centres d'énergie ou chakras s'alignent. Et la personne se retrouve avec plein d'énergie provenant du corps et de l'esprit, car c'est de là que tout a commencé. Le corps est libéré des chaînes du passé. Quand ça se produit, le résultat s'appelle la joie. L'énergie s'en va des centres hormonaux. Autrement dit, vous n'êtes plus une identité sexuelle. Vous ne digérez plus de la nourriture. Vous n'êtes plus stressé et ne vous sentez plus déséquilibré. Tous ces centres d'énergie s'ouvrent et l'énergie doit bien aller quelque part. Elle se déplace donc jusqu'au cœur. Vous tombez amoureux du moment présent et vous aimeriez qu'il dure. Votre corps est enrichi. Votre cœur s'ouvre. L'énergie remonte jusqu'au cerveau, et elle finit par sortir du corps. Vous générez alors un plus grand champ et vous êtes maintenant capable de vous concentrer sur la possibilité. Car vous retirez votre attention de la particule et vous vous concentrez sur les 99% de possibilités que possède l'atome. Vous commencez à sélectionner de nouvelles idées, de nouveaux paradigmes et de nouveaux états créatifs. Donc, avant que le cerveau ne commence à construire de nouveaux archétypes dans vos modèles, la personne passe par un état créatif qui fait que son cerveau se retrouve dans un état d'expression différent. Ce qu'il faut retenir, vous en parliez un peu plus tôt, c'est l'intention que nous y mettons. Comment nous nous connectons et accédons à cette partie de nous-mêmes. Car cette partie de nous-mêmes est connectée au champ quantique, et toutes les informations s'y trouvent, tout ce dont vous avez besoin peut être matérialisé via le soi. Parlons donc de ce processus de connexion, un processus de connexion conscient. C'est une excellente conversation. Je parle avec mon état d'ignorance présentement, bien sûr. Mais nous avons deux aspects de notre conscience. Nous avons notre conscience subjective, le libre arbitre, cette entité voulue qu'on appelle vous et moi. Elle a un voyage à faire pour se reconnecter à la source. Elle aime ceci, elle n'aime pas cela. Elle doit être heureuse, elle doit être triste. Elle doit choisir ou ne pas choisir. C'est un être à la volonté libre. C'est donc notre conscience subjective. C'est ce champ autour de nous qui existe au-delà de l'espace et du temps. Nous pouvons le mesurer.
Mais c'est un champ électromagnétique. Puis, il y a cette conscience objective qui existe au-delà de l'espace et du temps, qui observe tout cela dans la réalité. Et cette conscience objective est très sensible à comment nous pensons et ressentons. Les pensées sont électriques et les émotions sont magnétiques. Et comment vous pensez, ainsi que comment vous vous sentez, créez votre état d'être. Cela diffuse une signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. Donc, si vous vous promenez chaque jour, frustré et souffrant, en pensant et ressentant cela, ce que vous dites à cette conscience objective, en tant que conscience subjective, c'est OK, intelligence divine, donneur de vie, qui approuve qui je suis, j'exprime un certain niveau de souffrance aujourd'hui. Je crée donc de la souffrance dans ma vie, mais apporte-moi cette souffrance de la façon dont je m'y attends le moins, qui me surprendra et ne laissera aucun doute. Cela vient de toi, alors je peux souffrir encore plus. C'est le karma. Le karma arrive tous les jours. Car nous pensons et ressentons de la même façon, nous continuons de créer le même environnement externe. Nous créons le même environnement, nous réagissons en pensant et ressentant de la même façon, puis cette même façon de penser et ressentir va renforcer cet environnement externe. Cela crée un tango entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est ce qu'on appelle le karma. Stoppez l'addiction à l'émotion, changez vos habitudes de penser et d'agir, changez les émotions que vous avez mémorisées et le karma disparaît. Nous ne sommes pas punis pour nos péchés, mais nous sommes punis par nos péchés. Alors, la conscience subjective, quand elle se marie, qu'elle s'unifie avec cette conscience objective, la seule façon qu'elle y répond, c'est à travers notre être. Donc, vous ne priez pas pour que vos prières soient répondues. Vous vous levez comme si vos prières avaient déjà été répondues. Cet état d'être est un niveau d'énergie qui transforme chaque atome de votre vie. Les pensées envoient le signal et l'émotion dessine l'événement pour vous. Ainsi, si vous vivez dans un état de gratitude, ce que vous émanez, c'est que l'événement s'est déjà produit. Maintenant, si je commence à penser à la façon dont ça va arriver ou comment ça va se produire, je ne fais que retourner à l'ancienne version de moi. Le nouveau moi ne penserait jamais de cette façon. Donc, le mariage entre la conscience subjective, qui est le libre arbitre, le vous et moi, avec cette conscience objective qui supporte qui vous êtes, basiquement comment nous pensons et nous nous sentons. C'est une intelligence aimante et un amour intelligent. Donc, c'est une fréquence électromagnétique. Et vous la générez en tant que créateur. Autrement dit, vous ne pouvez pas créer en étant une personne égoïste ou qui se sent coupable. Ce ne sont pas les qualités du divin. Si vous créez, il est mieux de révéler le divin en vous. Et quelles sont les qualités du divin? Une intelligence aimante, un amour intelligent, il a une volonté bien plus grande que la nôtre. Il a un esprit qui est bien plus grand que le nôtre. Il a un amour pour la vie qui est bien plus grand que celui que nous avons. C'est une conscience. Il est attentif à qui nous sommes. Il a une règle, j'honore le libre arbitre, et je supporterai qui tu es. Donc, quand vous et moi nous connectons à cette intelligence, en changeant ce que nous pensons et ressentons, quelle est la version idéale de nous-mêmes? Quand vous incarnez cet état d'être élégant, que vous êtes dans le moment présent, que vous vous sentez responsabilisé, divin, enrichi, enthousiasme, et qu'il est temps de créer depuis cet état d'être, vous imitez l'observateur. C'est comme si vous disiez, « Hé, observateur, jette un œil à ce que je suis en train d'observer. » C'est comme si je t'imitais. Tu regardes à travers le télescope et je suis la petite lentille du télescope. Essayons d'amplifier cela dans notre vie. Quand cet alignement se met en place, et que vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand, vous n'essaierez jamais de forcer le résultat. La chose même que nous avons utilisé toute notre vie pour avoir ce que nous voulons, pour que quelque chose de meilleur se produise. Absolument. Quel paradoxe. Et au moment où vous intervenez, il honore le libre arbitre. Alors, la personne qui est à fond dans le New Age, celle qui dirait « Je vais attendre que la voiture de mes rêves vienne à moi », ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Une fois que vous passez à un nouvel état d'être et que vous générez de la richesse, en d'autres mots, seul l'or crée de l'or. La conduite ne crée pas l'or. Notre job est de prendre ces émotions de base, de colère, de ressentiment, de peur, d'anxiété, ces émotions de base et de les transmuter en or. Car de l'autre côté de notre douleur, se trouve la liberté. De l'autre côté de notre manque, se trouve la richesse ou l'abondance. De l'autre côté de notre peur, se trouve le courage. C'est la même énergie. Elle est juste bloquée dans le corps. Quand nous transmutons cette énergie en quelque chose d'autre,
Maintenant nous avons une précieuse énergie pour dessiner une destinée. Donc, quand une personne passe à cet élégant état d'être, dans lequel elle est développée, enrichie, amoureuse de la vie, elle ne peut plus retourner à l'ancienne version d'elle-même. Car c'est ça son nouvel état d'être. Alors, si vous pratiquez cela tous les jours, tôt ou tard ça deviendra familier pour vous. Et vous pouvez le sentir, vous verrez certaines choses, vous aurez des retours. Il y a des moyens de communication qui peuvent être mis en place. Ça passe par ce processus. Vous créez de la richesse et vous êtes dans un état d'esprit d'abondance. Vous feriez mieux de ne pas penser au manque, car une personne abondante ne ferait jamais cela. Vous ne pouvez pas démontrer que vous ne faites jamais de choix, car vous croyez qu'il n'y a pas assez de temps, pas assez d'énergie, pas assez d'argent. Une personne riche ne ferait jamais cela. Vous ne pouvez pas vous sentir indigne et en manque si vous désirez être une personne riche. Alors, pour une raison évidente, vous devez laisser tomber cela si vous voulez passer à cet état d'être. Une fois que vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne pouvez pas rester assis à ne rien faire et attendre que le téléphone sonne. Une fois que vous êtes dans cet état d'esprit, vous commencerez à faire des choix dans l'inconnu. Avec cet état d'être, vous avez confiance dans l'inconnu. Au moment où vous n'avez pas fait le choix, vous avez douté de votre création. Vous êtes retourné dans le connu. Donc, quand vous êtes dans cet état d'être, le miracle se produit quand vous vous dites « Ok, je me lance ». Mais vous ne vous lancerez pas en restant la version limitée et émotionnelle de vous-même. Vous vous lancerez en tant que la version illimitée de vous-même, vous ferez des choix et vous lancerez dans l'inconnu. C'est là que le miracle se produit. Vous vous dites alors « Mon Dieu, je suis tellement content d'avoir fait ce choix ». Mais en vous levant le matin et en préparant votre corps et votre cerveau à faire ce changement, c'est la clé. Il y a deux moments dans lesquels les portes du subconscient s'ouvrent. Quand nous nous réveillons le matin et quand nous allons nous coucher le soir. Pourquoi? C'est un moment de transition. Car votre cerveau passe des ondes cérébrales delta profondes aux ondes θ, puis aux ondes alpha et enfin aux ondes bêta. Et quand vous allez vous coucher, il passe de bêta à alpha, puis à θ et à delta. Si vous ne pouvez pas vous y rendre, vous êtes bloqué à bêta élevé. C'est comme si vous conduisiez une voiture de sport en première vitesse. Les gens font ce qu'ils peuvent pour s'endormir. La chimie du cerveau fonctionne en accordance avec cela. Donc, quand vous vous levez le matin et que les récepteurs situés au fond de vos yeux captent la lumière, à ce moment-là, le nerf optique envoie un signal à la glande pinéale et la glande pinéale se met à sécréter de la sérotonine. La sérotonine est le neurotransmetteur du jour. Autrement dit, la sérotonine vous maintient debout et garde votre cerveau éveillé. Quand il commence à faire noir le soir et que vos yeux ne captent plus la lumière, le mécanisme change. Comme il y a moins de lumière, le nerf optique envoie un signal à la glande pinéale, prend la sérotonine, puis commence à découper quelques groupes de méthyle pour en faire de la mélatonine. La mélatonine est le neurotransmetteur de la nuit. Donc, la sérotonine vous réveille le matin et la mélatonine vous endort. Quand le taux de sérotonine s'élève, vos ondes cérébrales passent à bêta. Cela car vous devez prêter attention au monde extérieur. Quand vous faites de la méditation les yeux fermés, que vous éliminez la lumière et qu'il fait noir dans la pièce, vous jouez de la musique dans le fond, vous mettez des bouchons d'oreilles, vous faites en sorte de vous couper de toute information sensitive provenant de l'environnement afin que votre néocortex ne soit plus préoccupé par le fait de créer du sens entre le monde extérieur et le monde intérieur. Vous oubliez le monde extérieur et le monde intérieur est celui dans lequel vous pouvez cultiver quelque chose. Donc, quand vous fermez les yeux et faites de la méditation, vos ondes cérébrales suivent la mélatonine. Mais si vous vous levez le matin, à 5 heures du matin, devinez quoi? Vos ondes cérébrales seront probablement situées à θ ou alpha. Vous êtes dans le subconscient, vous êtes passé au travers de la pensée θ. J'ai des amis qui sont artistes, des acteurs et des musiciens. Ils restent debout jusqu'à 2 heures du matin. Ils adorent ce moment entre 23 heures et 2 heures du matin. Ils profitent de la nuit, leurs ondes sont en alpha. Ils ont toutes ces idées créatives. Personnellement, je suis plus du matin, je me lève entre 4h30 et 5 heures du matin, c'est le moment pendant lequel je crée. Je prends à part une certaine quantité de temps, c'est mon moment. Le reste de la journée, je sers aux autres, alors j'aime bien être seul le matin. Faire cela altère les ondes cérébrales. Alors, si vous passez de bêta à alpha, vous passerez un moment incroyable. Et si vous le faites correctement, vous passerez à θ. θ, c'est quand votre corps est endormi, mais que votre esprit est éveillé. Pensez-y, si votre corps est endormi et que vous l'avez conditionné à être l'esprit, via des addictions ou des habitudes, quand le corps est endormi, il n'est plus l'esprit.
Il n'y a plus aucune résistance et c'est là que des changements instantanés se produisent. Si vous allez trop loin, vous glissez en onde delta, le sommeil profond. Les gens me disent, je ne peux vraiment pas méditer. Je leur dis, ah bon, et où médites-tu? Oh, dans mon lit. Eh bien, ils prennent la voie rapide jusqu'aux ondes delta. Direct à delta, oui. Ce que nous avons trouvé dans nos recherches, c'est qu'il arrive un moment où vous êtes dans ce niveau cohérent d'onde alpha, et vous glissez en onde θ. Quand vous êtes en θ, vous voyez cet incroyable changement prendre place. Votre corps se relaxe totalement, et les centres d'énergie et le système nerveux sympathique s'activent. Mais au lieu de s'activer comme si vous aviez été poursuivi par un tigre, il s'active comme si vous aviez un orgasme. Il s'allume. Il s'active en équilibre avec le système nerveux parasympathique. Alors le système nerveux parasympathique apaise le corps. Mais le système nerveux sympathique s'active et arrive toute cette énergie qui traverse tout le système nerveux central, puis atteint le tronc cérébral. Elle active ce qu'on appelle la porte du thalamus, le système réticulé activateur. Toute cette énergie atteint maintenant la gare, le quai d'accueil, là où tous les neurones vont, et boum, il atteint le néocortex. Et là vous produisez des ondes cérébrales gamma. Les ondes cérébrales gamma sont les ondes de la superconscience. Autrement dit, le monde interne est le monde réel. L'expérience est si intense énergétiquement que vous ne l'oublierez jamais. C'est à ce moment-là que vous réécrivez le programme. Cette femme que nous avons montrée en pleine extase, dans un état d'extase lors de sa méditation, elle était en onde gamma élevée. Nous l'observions. Je la voyais aller en onde alpha, puis θ, encore θ, et encore θ. On se regardait en se disant, oh non, et d'un coup, boum, gamma, ça sortait de la feuille. C'est quelque chose que vous voyez souvent chez des moines bouddhistes qui sont en méditation profonde. C'est ce qui est le plus incroyable. Cohérente, oui. Cohérente, Quand ça arrive, c'est de l'énergie. Et le système nerveux sympathique est maintenant parfaitement équilibré avec le système nerveux parasympathique. La porte thalamique est ouverte. Le subconscient n'est plus là, il est libéré. Et l'énergie circule jusqu'au cerveau pensant et la personne se sent tellement bien. Vous avez juste pris le régulateur et est passé de 20 watts à 50 watts, ce qui est normal, puis jusqu'à 100 watts. Nous l'avons vu, tout ce rouge dans le cerveau. Son cerveau était rempli d'énergie. Elle était en état de catharsis. Elle aurait pu contrôler ça, mais pourquoi le voudrait-elle? Maintenant, elle a un orgasme dans sa tête. Son cerveau a un orgasme. Et ce n'est pas chimique. C'est électromagnétique. Et voici ce qui s'est passé au moment où ça s'est produit. La mélatonine se transforme. Elle se change en tous ces incroyables neurotransmetteurs. La mélatonine est transformée en toutes les hormones provenant de la glande pinéale. Pour finir, elle fait une molécule qui est l'un des plus puissants antioxydants connus. Autrement dit, juste un petit changement sur la molécule de la mélatonine et vous obtenez un anti-vieillissant, anti-cancer, anti-maladie cardiovasculaire, antimicrobien, anti-neurodégénératif, une molécule qui circule dans votre sang. C'est la première chose. la GH ou quelque chose du genre. Non, c'est un antioxydant, c'est toutes ces choses. Vous prenez juste un groupe de méthyle et le changez en cela. Et si vous prenez la mélatonine et la transformez encore une fois, ça crée une hormone phosphorescente. La même molécule que l'on trouve dans les anguilles électriques. Les neurones sont remplis par cette énergie et ça crée une lueur. Les neurones s'intensifient alors qu'ils contiennent l'énergie. C'est ce qui fait qu'on voit toutes ces formes et couleurs pendant l'expérience. Et si vous changez encore cette molécule, elle se transforme en l'hormone que vous trouvez chez les animaux qui hibernent. Donc pas de libido, pas d'appétit, le corps est en stase, vous n'avez plus aucune pulsion. Quel beau moment pour rêver. Quel beau moment pour créer un futur, quand le corps n'est plus l'esprit. Prenez cette hormone, changez-la à nouveau, et vous obtenez la molécule hallucinogène la plus puissante connue. Nous parlons de la molécule de Dieu, nous parlons du monde intérieur comme étant le monde réel, et vous entrez dans une autre dimension. C'est ainsi que vous passez de l'espace-temps au temps-espace. C'est la quête de la vision, ou l'expérience lucide, ou peu importe comment vous nommez ce moment mystique qui fut raconté depuis l'Antiquité. Ça prend un peu d'effort pour amener les gens jusque-là. Mais quand les neurotransmetteurs changent,
Le changement hormonal n'est que la causalité d'un changement de conscience. Quand ça arrive, mon Dieu, la personne ne sera plus jamais la même. J'ai eu ces expériences, je les ai comprises, et vous ne pouvez pas revenir dans votre vie comme si de rien n'était après quelques expériences du genre. Vous nous avez dit un peu plus tôt que vous aviez eu ces expériences dans lesquelles vous vous dites « Ok, je suis hors de mon corps ». Attendez, de quoi parliez-vous ? Alors, je suppose que c'est également la période de transition des ondes cérébrales qui rend ce genre d'expérience possible, n'est-ce pas ? En effet, vous savez, mon intérêt est de démystifier ce genre de choses. Bien sûr, démystifions-le. Prenez l'information, vous enseignez aux gens l'information. Vous leur apprenez comment faire et cela crée une transformation. Si nous pouvons mesurer la transformation, c'est encore plus d'informations pour enseigner l'information d'une meilleure façon, cela permet de combler le manque. Dans l'un de nos ateliers avancés, nous avons fait de la méditation sur une longue durée. L'une des choses que j'ai réalisées concernant mon expérience personnelle, c'est que vous devez aller au-delà du moment dans lequel vous voulez vous allonger lors de la méditation. Il arrive un moment où vous voudrez vous allonger et juste abandonner. Si vous dépassez ce moment, que vous restez assis un peu plus longtemps, et seulement ensuite vous vous allongez. Le mieux est de faire ça tôt le matin, car le niveau de neurotransmetteurs est parfait. Il n'y a pas trop de mélatonine, pas trop de sérotonine, c'est un entre-deux. Donc, vous vous levez et faites la méditation assez tôt. Vous vous asseyez pendant un certain temps et vous allongez ensuite. Le spectacle de lumière va alors commencer. J'ai donc commencé à avoir ces expériences mystiques il y a plusieurs années déjà. C'était tellement hors du commun que j'ai dû revenir à mes livres de physique quantique et découvrir de quoi il s'agissait exactement. Et je ne prenais aucune drogue. Dans un sens, mon cerveau était la pharmacie. J'ai eu ces expériences de Kundalini et c'était comme si j'étais branché dans une prise électrique. Quelqu'un m'avait branché dans une prise et je pouvais sentir chaque cellule de mon corps s'activer en même temps. C'est comme si quelqu'un m'avait branché dans une prise et mis le courant. C'était incroyable. Il y avait une signature énergétique d'amour provenant de cela. C'est ce qui m'a le plus intéressé. Car quand j'ai commencé à avoir ces expériences, la première chose que j'ai alors réalisée, c'est que je me trompais sur tout. Je me trompais vraiment sur tout, car cette intelligence est tellement aimante. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes juste séparés de cela. Nous sommes plus des particules que des ondes. Et quand votre système nerveux se connecte à cela et que l'électromagnétique vient avec, la seule façon que vous pourriez décrire cela, c'est que vous êtes tellement présent, et tellement amoureux de l'idée d'être en vie, que vous ne voulez rien d'autre. Vous ne pouvez rien vouloir à ce moment-là, car si vous commencez à vouloir, vous perdrez la sensation. Alors vous ne pouvez pas vouloir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'être amoureux. J'ai donc commencé à avoir ces expériences et je me suis dit, peut-être que tu pourrais l'enseigner. Alors j'ai commencé à étudier la neuroendocrinologie et ce qu'il se passait chimiquement dans le cerveau dans ce genre d'expérience. Et j'ai eu à expliquer ce qu'il m'arrivait. C'est comme ça que ça a commencé. Oh, cela nous amène tellement de sujets différents que nous pourrions développer. Et l'un d'entre eux, nous en parlions au tout début, au sujet de la version non linéaire de nous-mêmes. D'aller de l'espace-temps vers le temps-espace. Vous avez connu ça, vous appelez cela un glissement. Un aller-retour entre les deux. J'ai vécu ça également. Et ces expériences arrivent involontairement. En méditant, je dois juste m'allonger un peu, je pense m'endormir, mais je me retrouve dans un champ de plaid ou peu importe ce que c'est. Mais, de quel genre de glissement parliez-vous ? Je ne dirais pas que ce sont des dimensions, comme c'est un espace non linéaire. Eh bien, je pense que le plus grand mensonge que l'on nous ait jamais raconté, c'est que nous sommes des êtres linéaires, vivant une vie linéaire. Dès que j'ai commencé à avoir ce genre d'expérience, j'ai su que nous sommes des êtres dimensionnels, vivant une expérience dimensionnelle de la réalité. Et tout cet endoctrinement ne sert qu'à nous en éloigner. Car une fois que vous savez, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière, vous ne serez plus la même personne. Cette réalité, cette dimension dans laquelle nous vivons, on appelle ça l'espace-temps. L'espace est infini. Cet espace est un champ. Et vous et moi expérimentons le temps en nous déplaçant dans l'espace. Donc, si je me déplace d'ici jusqu'à la porte, je dois me lever et marcher dans l'espace. Et alors que je marche dans l'espace, je vais expérimenter le temps. J'ai une autre interview plus tard dans la journée,
Je sais que ça va se produire, car je vais littéralement me déplacer dans l'espace pour expérimenter le temps. Alors, dans cette dimension, nous pourrions dire que l'espace, c'est le champ, et le temps, la rivière. Et nous expérimentons le temps pendant que nous nous déplaçons dans l'espace. Vous comprenez? Dans la réalité inverse, c'est l'opposé. Autrement dit, le temps est partout. Le temps s'écoule à l'infini. Et vous expérimentez l'espace quand vous vous déplacez dans le temps. Comment pourrais-je dire ça autrement? Le temps est un champ et l'espace est une rivière. Donc tout l'espace se répand dans le temps. Alors quand vous changez votre vitesse de déplacement dans cette dimension, si nous allons vite d'ici à la porte, plus nous allons vite et moins de temps ça prendra. Nous pouvons donc modifier le temps en bougeant plus ou moins rapidement. Dans cette dimension, dans laquelle tout est vibration et électromagnétisme, plus votre vibration est élevée, telle la vitesse, plus vous expérimentez différents niveaux d'espace. Tout l'espace est empilé les uns sur les autres. Tout se déroule en même temps. Car le temps est partout, il n'y a pas de temps. Tout se produit au même moment. Différents niveaux de conscience et différents niveaux d'énergie nous permettent d'expérimenter différents niveaux d'espace. Alors, le vous qui se trouve dans l'Égypte antique, le vous qui se trouve dans le futur, sont tous alignés simultanément. Et quand vous glissez d'une dimension à une autre, vous vivez, et quand je dis vivez, je veux dire votre vrai vous. Vous savez qui vous êtes. Et la personne à laquelle vous êtes marié, ou la personne avec qui vous travaillez, ou votre meilleur ami, porte un visage différent. Vous reconnaissez l'expérience vécue dans ces différents endroits. Donc, vous avez quelques expériences du genre, et vous ne vous souciez plus de votre compte bancaire. La voiture que vous conduisez, à quoi vous ressemblez, car vous réalisez que vous ressemblez à quelqu'un d'autre, à un autre endroit. Puis, certains de vos problèmes, ou de vos challenges que vous avez dans cette vie, vous les expérimentez dans cette vie, et les choix que vous faites ici affectent les choix que vous ferez ailleurs. Nous pourrions dire qu'il n'y a que des vies antérieures et des vies futures. Dans cette dimension, qu'est l'espace-temps? Dans l'autre dimension, il n'y a pas de vies antérieures, elles se déroulent toutes en même temps. Je ne pourrais pas le dire autrement. Mais quand vous commencez à changer votre conscience, vous pouvez glisser entre différents espaces, différentes réalités et expérimenter différents aspects de vous-même, qui sont comme un merveilleux kaléidoscope de possibilités. Quand nous faisons cela, quand nous allons dans ce que nous appelons communément une vie antérieure, par n'importe quel moyen, via une régression ou autrement, il semble toujours y avoir cet élément de temps associé à cela. Car vous pourriez regarder dans les livres d'histoire comme ce jeune homme, James, dont j'ai oublié le nom de famille. Il était pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis rentra chez lui pour revoir ses amis. Ils ont aujourd'hui 70 ans et lui en a 89. Vous pourriez dire, d'un point de vue linéaire, que ça s'est produit il y a 60 ans. Mais vous dites, c'est tellement abstrait comme concept, que ça ne s'est pas vraiment produit il y a 60 ans, c'est encore en train de se produire là maintenant. Ça se produit encore maintenant. Il a juste ramené la mémoire du passé. C'est un genre de débat théorique, même si c'est vrai. Est-ce que ça nous donne un avantage de penser au passé ou au futur? Je pense que l'une des choses cool à ce sujet, c'est que vous pourriez expérimenter les temps futurs également. Nous pensons que le temps est fixe. Nous pensons que c'est linéaire, mais ce n'est pas fixe. Mais vous devez connaître cela pour comprendre que quand vous avez cette expérience, ce que vous faites là tout de suite affecte toutes vos vies passées et futures. Votre moment lors de la méditation, votre moment pour offrir, votre moment pour aider, votre moment pour aimer, là tout de suite, affecte autant votre futur que votre passé. Et quand vous en avez un aperçu, que ce soit une vie antérieure ou la vie d'aujourd'hui qui est dans le passé, ou possiblement dans le passé, quand vous avez ce moment d'expression de vous-même, vous les ramenez avec vous. Et la connaissance de vous-même, en tant qu'âme, est amplifiée.
Vous avez plus de compréhension pour vous aider à comprendre que nous vivons dans une illusion. Ce n'est donc plus important de sortir du lot, de réussir ou devenir le meilleur je ne sais quoi. D'un coup vous réalisez que c'est plutôt comment vous pourriez faire une différence, comment vous pourriez contribuer, ou comment vous pourriez cultiver un aspect de soi pour vous aider dans cette vie et dans toutes les autres vies qui se produisent en même temps. Nous avons créé les conditions dans l'un de nos ateliers avancés et les histoires sont hors du commun. Car les gens y parvenaient. Ils se reconnectaient à eux-mêmes. Et quand vous arrivez à vous reconnecter, vous êtes aligné avec vous-même et que cette connexion est intacte, vous recevez régulièrement des informations claires sur la façon de prendre vos décisions. Ces informations circulent en vous. C'est différent pour tout le monde, certaines personnes diraient « Les guides m'ont parlé, cela pourrait aussi être notre être supérieur qui nous parle, ou encore un autre être qui s'adresse à nous. » Mais le fait est que lorsque vous vous trouvez dans cet état de grâce, quand vous êtes dans ce champ de possibilités, vous commencez à juste voir et savoir, pendant que l'information circule à travers vous. Et le libre arbitre ressemble plus à comment nous gérons nos choix sur quoi faire avec cette information, sachant qu'elle provient d'une source supérieure. La connaissance, c'est la responsabilisation. La connaissance de soi-même, c'est la responsabilisation de soi-même. Je ne parle pas de la connaissance telle que vous pourriez argumenter sur le principe de superposition quantique. Certaines personnes font cela. J'ai déjà parlé autour d'un verre avec des physiciens quantiques toute la nuit et personne n'avait évolué à la fin de la conversation. Mais faire l'expérience de la superposition quantique, qui est ce dont il s'agit, vous réalisez alors qu'il y a une unicité à tout cela. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il y a une unicité qui nous permet de comprendre, à travers l'expérience, la vérité sur qui nous sommes. Donc, la connaissance devient le précurseur de l'expérience. Mais la vérité est que la biologie, la neuroendocrinologie, la physique quantique, l'explication des ondes cérébrales, la physiologie, ils ont tous un modèle justifiable que nous pouvons imiter et que nous pouvons enseigner. Parfois, vous devez aller au-delà de votre fatigue et c'est que j'essayais de dire un peu plus tôt. Les moines zen, à qui on donne une colonne sur laquelle ils s'assoient pendant 3 jours et ils se concentrent sur la colonne. Ils pensent avec leur esprit conscient et ils les poussent encore et encore avec amour jusqu'à ce qu'ils capitulent. À quel moment ils capitulent? Au moment où l'ego finit par s'en aller. C'est à cet instant que le moine connaît l'illumination. Les arts martiaux font quelque chose d'incroyable. Quelque chose se produit. Quelque chose qui n'est rien d'autre que de l'énergie circulant en vous. Le temps s'arrête quand ça se produit. Car les choses ralentissent, ou le moment est allongé serait une meilleure façon de le décrire. Au moment où ça s'allonge, vous savez, Einstein disait que le temps et l'espace ne sont pas des conditions dans lesquelles nous vivons, mais des modes par lesquels nous pensons. Le temps relatif est altéré et vous avez accès à plus de temps. C'est la seule façon dont je pourrais le dire. Ça paraît logique, car quand vous êtes dans un état de conscience altéré, quand il y a cette expansion et que tout disparaît, vous expérimentez le temps d'une façon totalement différente. C'est comme s'il y avait, eh bien, en vérité le temps n'existe pas. C'est juste un état de grâce qui est perpétuel. Vous devez ensuite presque vous forcer à vous remettre dans cette réalité linéaire, rapide et solide. Car vous voulez en sortir. Pourtant, la véritable beauté de la vie, la vraie danse, c'est de s'y ouvrir, de s'y connecter, et maintenir cet état pendant que nous vivons cette expérience dans la réalité tridimensionnelle, n'est-ce pas? Je dis toujours, vous n'avez pas raté une expérience mystique si vous pouvez l'intégrer dans votre vie. C'est mystique. Quelqu'un qui est schizophrène a énormément d'expériences mystiques. Ce sont juste des expériences mystiques. Mais s'il ne peut vivre normalement dans ce monde, en quoi est-ce bénéfique? Vous devez donc être capable de prendre cette expérience méthodologiquement et vous demander « Qui suis-je » Nous sommes seulement limités par nos questions. Puis, devenir désireux de connaître les réponses, vouloir en savoir plus. Je pense qu'après quelques expériences comme celle-ci, des parties de notre cerveau qui étaient en sommeil, ce n'est qu'une théorie, mais des parties de notre cerveau qui étaient en sommeil s'activent. Et maintenant vous voyez les choses au travers d'une lentille différente. Car vous ne percevez que ce qui est cartographié neurologiquement dans votre cerveau et ce que vous avez expérimenté émotionnellement. Alors, l'émotion devient le filtre et le circuit neurologique devient la mise au point. Quand vous avez une expérience d'espace-temps et de temps-espace,
Vous activez des circuits. Vous voyez les changements de la lentille issus d'expériences de la vie. Le corps change avec l'expérience, et les circuits aussi. Vous ne vous concentrez plus vraiment sur cette particule spécifiquement, mais vous vous concentrez sur l'onde et les possibilités. Votre vision s'élargit, votre acuité s'affine, et cela change votre perception, laquelle change vos croyances, qui change vos comportements, qui change vos pensées et vos émotions. Ce qui au final change ce qui résultait de vos souvenirs et de vos expériences de vie. Maintenant, parlons de la Kundalini. Où est-ce que l'expérience de la Kundalini vient s'imbriquer dans tout cet épanouissement, le fait de faire monter l'énergie, jusqu'à ce qu'il y ait une connexion avec notre être immatériel? J'en parlais déjà un peu quand je disais que l'énergie voyage. Mais mon expérience de la Kundalini évoque en réalité un géant qui sommeille. Elle évoque cette énergie, ce dragon dormant en nous. Si les 5% de votre esprit conscient, les 95% de votre esprit subconscient et votre corps ont été conditionnés à être l'esprit, et que vous mémorisez des émotions du passé, vous savez, vous avez une expérience qui crée une humeur, puis le tempérament devient une personnalité, car vous réagissez avec un état émotionnel que vous gardez dans le temps. Votre corps vit dans le passé. Donc, les émotions que nous avons cumulées, couche après couche, et les émotions sont de l'énergie, toute cette énergie est stockée dans le corps. Il y a d'un côté 5% et de l'autre 95%. Alors, quand vous commencez à amadouer cette énergie provenant du corps, en tant qu'énergie passant de la survie à la création, passant de particules à ondes, passant de matière à énergie, et que vous avez une cible vers laquelle élever toute cette énergie, pour la faire sortir, que ce soit avec une respiration ou une discipline, votre respiration ou votre intention deviennent l'acte d'utiliser votre corps comme un instrument avec votre conscience. Et au lieu de laisser cette énergie sortir lors d'un orgasme ou sortir via la digestion, aucun d'entre eux n'est mauvais. Mais si vous faites cet effort conscient, de modifier cette énergie et de la rediriger vers une direction différente, ou de la faire sortir vers une direction différente, cette action issue de l'intention commencera à perturber l'énergie. Cela va dénouer l'énergie. Vous et moi pouvons disparaître, vraiment. Comme si une identité ne devenait plus personne, plus rien, plus de moi. Cette énergie doit repartir de là où elle vient. Ces 95% qui sont des émotions, des addictions, des accoutumances, des modèles et des informations qui sont bloquées en dedans. Les particules vont alors se démêler sous forme d'énergie. Et ce dénouement d'énergie va partir des centres hormonaux du bas, atteindre le cœur, puis aller au cerveau, et va créer un champ. Ce champ va se refermer en bas, et cela va créer un tore. C'est la création fonctionnelle de l'univers. Vous devenez votre propre tore, votre propre champ électromagnétique. Dans nos séminaires, nous avons montré des photos de ce phénomène, de quand les gens y arrivent. Ce n'est pas un acte aveugle de Kundalini. Nous avons vu une femme avoir le plus incroyable Kundalini dans l'un de nos séminaires. Je l'observais. Je la voyais faire. Nous avons un certain degré de discipline pour cela. Je la regardais et je savais que ça allait se produire. Cette énergie est allée droit à son cerveau et c'est arrivé encore et encore. Nous étions assis en train de dîner, elle s'était assise avec nous. Puis elle s'est penchée vers mon assistant et lui a dit « Encore une expérience comme celle-là et je n'aurai plus jamais besoin de mari. » Exactement. Bizarrement, j'ai eu cette étrange expérience avec cette notion de Kundalini. C'était il y a plusieurs années, probablement 25 ou 30 ans en arrière. Une source intuitive et respectée m'a dit de ne pas m'engager dans le yoga Kundalini. Je ne savais rien sur le sujet, alors ça ne me disait rien. Des années plus tard, sans y prêter attention, une amie m'invite à un cours de yoga. Il s'avère que c'était du yoga Kundalini, nous faisions le souffle du feu et tout ça. Mais ce qu'il m'est arrivé, c'était que je suis sortie de mon corps. Je me suis assise à côté de moi, et je n'arrivais plus à retourner dans mon corps. Il y avait 2 mois. Je ne pouvais plus me réincarner, et mon corps ne trouvait plus mes chaussures, ne savait plus faire un chèque ou conduire pour rentrer chez moi. C'était difficile avant que les deux ne puissent se réunir suffisamment, et cela a duré un moment avant que je ne puisse réintégrer mon corps.
Que s'est-il donc passé? Eh bien, combien de corps avez-vous incarné, dans cette dimension ou dans les autres? Vous vous êtes juste réveillé dans un autre corps. C'est tout. C'est vraiment ce qu'il s'est passé. Mais ce qu'il y a d'intéressant derrière tout ça, c'est que toute cette idée que la Kundalini est mauvaise pour vous, c'est un vieux stigmate de croire que vous essayez de vous faire posséder. Ce ne sont que des conneries. Quand cette énergie commence à circuler, c'est une locomotive lancée à pleine vitesse. Vous allez vous faire baptiser par le feu. Et je peux vous le dire de ma propre expérience, des centaines de cas, des centaines d'expériences, je suis tombé dans les pommes, je me suis cogné sur des portes en tombant, j'ai été électrocuté, mais j'ai continué. Ça a l'air amusant. Je pouvais le contrôler, mais pourquoi l'aurais-je fait? Pourquoi l'aurais-je contrôlé? La première fois que ça se produit, il y a un élément de peur. C'est l'inconnu. Alors les gens en ont peur. Mais si vous vous y abandonnez totalement, cela vous baptisera avec un niveau d'énergie hors du commun. Vous ne pourrez plus jamais retourner dans votre ancien moi après cette expérience. Et quand cet électromagnétisme électrise chacune des cellules de votre corps, il y a un flash de lumière. Vous n'êtes plus le même. Voici ce que veut dire utiliser le corps de la bonne façon. C'est un instrument. À ce moment-là, vous mariez l'esprit conscient avec le subconscient. À ce moment-là, vous devenez plus électrique et moins énergie. Vous créez donc un niveau de cohérence autour de vous. Et ceci crée de l'entropie inverse. Intéressant. Après ça, vous ne vivez plus à travers les lois de la thermodynamique, vous vivez avec les lois de l'énergie. Et je me fous que vous ayez mangé une barre chocolatée, je me fiche que vous buviez du poison, votre corps est immunisé à présent, car votre corps est devenu comme un champ énergétique, et c'est ce dont les mystiques nous ont parlé. De tout le travail que vous avez fait, de tous les livres que vous avez écrits, quel livre recommanderiez-vous pour les gens qui nous regardent? Pour ceux qui aimeraient avoir une relation directe avec leur vrai moi, ceux qui veulent élever leur Kundalini et opter pour la chevauchée sauvage de l'expansion. Lequel de vos livres, ou d'autres livres, recommanderiez-vous aux gens pour commencer? Je pense à mon livre intitulé « Rompre avec soi-même » ou « Comment perdre votre ancien vous pour en créer un nouveau ». C'est une bonne base pour les gens. Je pense cependant que, si vous prenez ce savoir et que vous faites certaines des méditations qui y sont décrites, ça devrait vous convenir. Mais venez au séminaire, car lors des séminaires, je pousse les gens quand ils s'arrêteraient eux-mêmes. De l'autre côté, se trouve le miracle. Vous apprendrez à faire ça, nous l'enseignons dans nos séminaires. Et les gens y parviennent. Les gens ont des expériences stupéfiantes. Et cela a été prouvé. Car nous avons aujourd'hui toute cette merveilleuse technologie pour prouver que ça se produit vraiment. C'est notre but. Comme ce que j'ai dit à propos de l'information, si vous pouvez l'enseigner et l'appliquer, instruire les gens sur comment l'utiliser, vous verrez des transformations. Si nous pouvons mesurer cette transformation avec des EEG, des moniteurs cardiaques, la cohérence, le travail du docteur Constantine rejoint le nôtre. Cette nouvelle information que nous avons mesurée nous aide à mieux enseigner la transformation. Nous pouvons alors continuer à combler l'écart et c'est là que nous démystifions les choses. Alors, vous n'avez pas besoin d'être un moine, pas besoin d'être une nonne, pas besoin d'être une personne spirituelle. Vous pourriez être quelqu'un qui travaille dans un bureau, mais cela vous passionne. De nos jours, tout le monde a accès à cela. Il nous reste environ 5 minutes, et l'un des sujets que j'aimerais aborder et avec lequel on s'amuse tellement, ce sont nos enfants. Nous avons la possibilité avec nos enfants et nos petits-enfants, d'essentiellement les initier à cette nouvelle façon de se connecter à eux-mêmes. Sans accepter les structures sociétales et telles que vous l'avez dit, l'entropie qui vient avec. Vous avez élevé 3 enfants. Quelles sont les principales choses que vous feriez pour les élever? Apprenez aux enfants le fait qu'ils interprètent les lois. Quand ils sont suffisamment jeunes et que leur cerveau est neuroplastique, ils fonctionnent avec les ondes cérébrales θ et α la plupart du temps. Donc toute l'information sera analysée et encodée directement dans le subconscient. Mais n'apprenez jamais à vos enfants quoi que ce soit que vous ne pourriez faire vous-même. Faites-le avec eux et observez cette petite âme comprendre aussi vite que vous. Ensuite, si vous voulez que vos enfants deviennent de bonnes personnes, démontrez de la bonté. Ils ont un type de neurones appelé neurones miroirs. Les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont aussi appelés les neurones de l'empathie. Quand vous nourrissiez vos enfants quand ils étaient jeunes, vous preniez la cuillère et faisiez comme ceci. Vous faisiez cela car vous vouliez que vos enfants imitent vos gestes. Une lionne qui apprend à ses petits comment chasser, leur montre comment faire. Et quand ils regardent la lionne faire, leurs neurones activent les mêmes circuits comme s'ils le faisaient eux-mêmes. Vous ne pouvez donc pas dire à vos enfants, rangez votre chambre et avoir votre chambre mal rangée. Vous ne pouvez pas leur dire, arrête de faire une crise alors que vous faites vous-même des crises.
car ils vous observent avec leurs neurones miroirs. Il y a des recherches qui démontrent que quand les gens regardent des sportifs, ils activent la même partie du cerveau comme s'ils faisaient la même chose. Regarder un bon golfeur améliore votre jeu. Regarder un bon danseur fera de vous un meilleur danseur. Regarder un parent faire preuve de bonté fera de la personne une bonne personne. Les neurones miroirs sont donc la voie la plus rapide vers l'apprentissage. Pour les parents ou les grands-parents, votre rôle est de faire preuve de bonté avec vos enfants. Et si vous ne pouvez pas le faire, mettez-vous à leur niveau et dites « J'essaie de surmonter ma frustration et ma colère aujourd'hui ». Ils vous répondront « J'essaie de surmonter mon jugement et ma colère ». Puis ils vous diront « Faisons un marché, travaillons ça ensemble. Comment vas-tu t'y prendre? Créons une stratégie et répète-la moi. Moi j'essaie ça et pourquoi toi tu n'essaierais pas ça? » Et maintenant, ils s'éprennent au jeu. Utilisez des histoires comme allégories pour leur apprendre les choses quand ils commencent à y penser, à faire des associations et planifier leur comportement via l'allégorie. Ils s'identifieront au personnage principal. Alors, quand vous comprenez quelles sont les limitations de vos enfants et que vous leur racontez l'histoire d'un petit enfant, dans un lieu mystique, situé dans un endroit éloigné, qui surmonte quelque chose, vous les entraînez dans le processus de comment ils ont fait. Et ils le démontreront, car vous installez les circuits dans leur cerveau, qui leur permettront de faire la même chose. Maintenant le savoir est en eux. Ce sont des miroirs, essentiellement, pour leurs expériences vécues. Je n'avais jamais entendu le terme de neurones miroirs auparavant. Une dernière question pour finir. Vous avez voyagé dans le passé. Le passé entre parenthèses et le futur en étant maintenant. À quoi ressemblerait le futur? Nous regardons ces enfants aujourd'hui. Nous regardons ce qui leur arrive. Comment voyez-vous, en termes de toutes ces possibilités d'exprimer et de créer, l'humanité du futur? Je pense qu'il y a une grande division intellectuelle. Certains enfants sont perdus dans ce bourbier de la technologie et la dose de dopamine qu'ils ont en textant, ou l'adrénaline que leur apportent les jeux vidéo. Ils chercheront alors dans leur vie des choses extérieures qui leur rendent ce plaisir. Mais quand une crise ou un traumatisme arriveront, ils arrêteront d'utiliser des choses extérieures pour changer. L'autre moitié des enfants pose les grandes questions. Pourquoi faisons-nous cela? Comment nous sommes-nous retrouvés ici? Quel est le sens de tout ceci? Ces enfants sont plus sensibles, ils sont plus connectés, ils ont plus d'éthique. Ils se fichent bien des choses dont les adultes se soucient. Ils se fichent de la compétition, ils se fichent de la réussite, ils se soucient du sens. Et le sens signifie des valeurs. Alors je pense que l'autre moitié, ces enfants qui sont intéressés par les valeurs, commenceront à changer le paradigme. Ils sont notre futur, alors investissez en eux, investissez dans leurs idées. C'est comme ça que sont vos enfants? Oui, des enfants plutôt cool. Mon fils aussi. Il est l'une des personnes que j'admire le plus, d'avoir été assez brave pour laisser ce moment se révéler à lui. Absolument. Merci beaucoup. De rien. À la prochaine. Avec plaisir. Merci.